Nous focalisons notre regard sur le seul réchauffement climatique, une erreur majeure. C'est le médecin et homme de radio Jean-Claude Amezen qui l'écrit à quelques jours de l'ouverture de la grande conférence climat de Paris. Jean-Claude Amezen est l'invité du Grand Angle. Bonsoir Jean-Claude Amezen. Bonsoir. Alors vous êtes médecin, biologiste, spécialiste des systèmes immunitaires. Vous avez travaillé entre autres à l'Institut Pasteur de Lille, vous avez enseigné aux États-Unis, vous êtes directeur du Centre d'études du vivant de l'Université Paris Diderot. Vous êtes aussi depuis 2012 président du Comité consultatif national d'éthique. Et vous êtes aussi un homme de radio, pour ceux qui connaissent France Inter. Vous êtes le concepteur et l'animateur de la célèbre émission Sur les épaules de Darwin, c'est tous les samedis à 11h. Et puis vous avez écrit plusieurs essais, en particulier sur le vivant, sur la mort de nos cellules. Et vous publiez aux éditions de l'Aube, en collaboration avec Le Monde, Les champs mêlés de la Terre et de l'humanité. C'est un dialogue, un entretien avec Nicolas Truon, qui est journaliste au Monde. Alors, avant de parler de notre planète, du réchauffement climatique, je voudrais un mot de vous sur les récents attentats de Paris. Vous parlez beaucoup d'humanité dans votre dernier livre. L'homme est capable des pires horreurs. Oui, tout à fait. Et je crois que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus connecté, de plus en plus globalisé. Et l'un des 2 prix Nobel de la paix de l'année dernière, l'Indien Kailash Satyarthi, disait que ce qui nous manque, c'est une connexion, une globalisation de la compassion. Et donc je crois que considérer que le destin, les conditions de vie de chaque personne sur notre planète nous concerne chacun, c'est une façon d'essayer sur le long terme de construire une humanité commune et une paix commune. Et je pense que la tragédie que nous venons de vivre nous rappelle que toutes les préoccupations, au fond, sont des préoccupations qui devraient être centrées, qui sont centrées sur la préservation de la vie et du bien-être humain. Et ce qui nous frappe de manière effroyable, c'est ce qui frappe beaucoup de personnes dans beaucoup de régions du monde, et ce qu'on a vu récemment avec l'afflux des réfugiés qui fuyaient des situations de cette sorte. Donc je crois que, comme tous les problèmes qui nous touchent, les véritables solutions, la véritable réflexion, c'est d'essayer de construire. On ne peut pas se protéger à l'intérieur de frontières, à l'intérieur d'un territoire limité. C'est essayer, il faut le faire, mais il faut essayer de construire une situation qui permette à chacun de vivre au mieux. Mais est-ce que vous comprenez, sans évidemment nullement justifier, est-ce que vous comprenez comment aujourd'hui, dans le monde que vous venez de décrire, on devient terroriste ? Non, mais ce qui... Parce que vous parlez beaucoup des inégalités dans votre livre. Non, mais si vous voulez, l'histoire du terrorisme, l'histoire des massacres, l'histoire des guerres, l'histoire de l'instrumentalisation, l'histoire encore aujourd'hui de l'esclavage, de l'exploitation des enfants, c'est quelque chose qui est immémorial. Donc la question, c'est pas... Dans chaque être humain, il y a la possibilité du meilleur et du pire. La véritable question, c'est comment est-ce que nous construisons de manière collective une humanité dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle des tentations de ce type sont prévenues. Alors oui, je pense, vous savez, le comité Nobel pour le prix dont je parlais l'année dernière, le comité Nobel d'Oslo, disait que le respect du droit des enfants et des jeunes est quelque chose d'essentiel et que les injustices qui sont commises vis-à-vis des enfants et des jeunes sont la source de conflits qui se propagent à travers les générations. Donc ça ne... Si vous voulez, les situations tragiques dans le monde ne justifient en rien des actes de ce type, qui sont d'une cruauté, d'un fanatisme extraordinaire. Mais je pense que tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des profondes inégalités, le risque de conflit, le risque de fanatisme, le risque de comportement de ce type existe d'autant plus. C'est pour ça que vous le dites, et c'est un peu le thème central de ce livre, c'est que la COP21 que la France va accueillir dans quelques jours, malgré les attentats, cette conférence mondiale sur le climat, parler du réchauffement climatique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Oui, l'humanité, elle est partout, elle est dans le climat, bien sûr, dans le respect du climat, mais elle est aussi partout ailleurs. Tout à fait. Je pense qu'il est important de maintenir la décision du président de la République de maintenir la conférence sur les changements climatiques est importante parce qu'il faut se battre contre les attaques, mais il faut construire un monde vivable pour demain. Cette réflexion que partage le Comité consultatif national d'éthique, qui a émis une réflexion il y a 2 semaines sur ce thème, c'est que oui, les changements climatiques sont une menace grave
On voit qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qu'en ce qui concerne le changement climatique, c'est une des conséquences des dégradations de l'environnement que causent nos modes de vie. Et il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Et ces dégradations causent des morts, des maladies. Et donc, il ne faut pas simplement se focaliser sur le réchauffement climatique, mais sur l'ensemble des actions sur l'environnement, sur la production d'énergie, sur toute des modes de vie qui permettent de préserver la santé et le bien-être humain vis-à-vis du climat, mais vis-à-vis de toutes les autres agressions, comme la pollution qui tue... En fait, je vous interromps, c'est un rapport de l'homme à la nature. Vous dites en fait que l'homme ne vit plus, et depuis longtemps, en harmonie avec la nature, et qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de la nature. Alors, de la nature, des animaux. Tout à fait, c'est vivre en harmonie avec la nature, s'émerveiller de la nature, s'émerveiller de la richesse, de la beauté, des capacités de renouvellement de la nature. La musique de la nature. Voilà, la musique de la nature, les couleurs que nous ne voyons pas, que voient les oiseaux et les abeilles, toute cette réalité qui est encore plus riche que celle que nous pouvons percevoir. Mais c'est aussi, je pense, enfin c'est fondamentalement pour moi, se préoccuper de chacun. Nous vivons dans la nature, nous avons besoin de la nature est une source de richesse extraordinaire, mais ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est chacun de nous, c'est l'humanité. Et donc je crois que penser au climat, penser à l'environnement, penser à la nature, c'est aller déjà vers une vision globale et vers une vision planétaire. Et je pense que si on considère que le bien-être, la vie de chaque personne sur la planète est importante, on a une relation avec la nature qui devrait, vous l'évoquiez, lutter contre la pauvreté, contre les inégalités. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a 2 initiatives de l'ONU en ce moment. Il y a la COP21, qui est focalisé sur les changements climatiques. Et il y a les objectifs du développement durable qui visent, dit l'ONU, à libérer l'humanité de la tyrannie, de la pauvreté et du besoin et à rendre la planète accueillante aux générations présentes et futures. Et je pense que la conférence sur le climat devrait s'intégrer dans ces objectifs de développement durable et dans une recherche de paix dont la situation actuelle nous montre. Tout à fait, parce que tout est mêlé. Et que je pense que si je prends une métaphore, si je prends un exemple, la médecine nous a depuis longtemps enseigné que ne s'occuper que d'un symptôme sans s'occuper des causes donnait en général des résultats assez limités. Et alors justement, dans votre livre, vous dites aussi qu'Einstein disait « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec la même façon de penser que celle qui les a engendrés ». On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire... Oui, je pense qu'il y a deux, si vous voulez, il y a 2 mouvements, comme souvent. Il y a un mouvement qui consiste à essayer d'appliquer les solutions d'hier qui ont été pensées et qui sont la cause des problèmes que nous vivons. Et puis, il y a un effort pour essayer de penser de manière nouvelle, pour essayer, en effet, de trouver des solutions originales. Et mon expérience au Comité consultatif social et éthique, c'est que c'est en écoutant chacun, en parlant ensemble, qu'on a la plus grande probabilité de trouver les solutions les plus originales, que ce soit dans notre pays ou dans le monde, et qu'on a aussi la plus grande chance ou la plus grande probabilité de ne pas abandonner une partie des personnes qui sont déjà les plus vulnérables et qui sont les victimes de toutes les catastrophes, que ce soit les guerres, que ce soit les massacres, le terrorisme ou les crises écologiques. Encore plus vrai demain. Tout à fait. Ouais. Et il faut se rappeler que 2 milliards de personnes ne savent pas si elles vont manger demain, que 1 milliard de personnes n'ont pas d'eau potable, que 850 millions de personnes souffrent de la faim. Et donc construire un monde dans lequel nos relations avec l'environnement sont des relations les plus harmonieuses possibles, c'est aussi lutter contre ces inégalités, contre cette pauvreté, pour vraiment construire une humanité commune. Vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'il faudrait donner un accès à ce que vous appelez les biens communs de l'humanité, c'est-à-dire l'air, l'eau, une eau potable, de l'air respirable, la nature, puis aussi aux droits fondamentaux, c'est-à-dire la nourriture, un toit, l'éducation, la santé qui passe par la prévention. Il y a beaucoup de choses dans ce petit livre. Voilà, nous protéger tous, je pense c'est fondamental, si nous pensons aux plus démunis, aux plus vulnérables, et que nous réussissons à les protéger, eh bien, nous serons tous protégés. Alors, vous avez parlé du Conseil consultatif national d'éthique. Les chercheurs, les scientifiques, ils ont besoin d'être encadrés, parce que quand on pense éthique, on pense morale. Est-ce qu'il y a des lois morales qui s'imposent aux chercheurs, qui pourraient de quelque sorte les brider, les freiner ? Non, je crois que le comité consultatif, qui était le premier créé au monde sur ce type, il y a 32 ans, maintenant il y en a dans tous les pays du monde, est fondé sur l'idée que quand ce qui est important, ce à quoi on s'intéresse, c'est le respect de chaque personne, et pas spécialement les connaissances nouvelles ou les techniques, mais comment les appliquer dans le respect de chaque personne. L'expertise est importante.
les chercheurs en biologie, les chercheurs en médecine, les médecins sont importants. Mais la réflexion doit dépasser cette expertise. Elle doit inclure des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des juristes, des personnes qui font partie de la société. Et donc, c'est pas tant qu'il s'agit de limiter ou de contraindre, c'est qu'il s'agit de faire en sorte que les chercheurs fassent partie d'une réflexion collective dans laquelle ils jouent un rôle, mais qui les englobe et qui les dépasse. C'est ce que vous essayez de faire dans votre émission sur France Inter. Et je voudrais terminer cet entretien par la conclusion de votre livre qui dit ceci: car protéger d'abord ceux qui sont les plus démunis est le seul moyen de construire véritablement un commun pour l'humanité, de créer les conditions qui nous permettront de nous protéger tous. Je crois que ça résume bien la philosophie de ce livre, Les champs mêlés de la terre et de l'humanité. Merci beaucoup Jean-Claude Amezen d'être venu sur le plateau du 64 minutes pour en parler. Merci beaucoup.